Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier événement d'une série de 3 webinaires organisés par l'Institut national de l'économie circulaire et OPO, cabinet de conseil en transformation de l'industrie. Nous allons parler aujourd'hui d'industrie circulaire, suite à la parution d'une étude coportée par l'INEC et OPO, pivotée vers l'industrie circulaire, quel modèle et comment accélérer. Ce webinaire porte sur le chapitre 1 de l'étude, Comprendre, et pour nous éclairer aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs intervenants, parmi lesquels Emmanuelle Ledoux, directrice générale de l'INEC, qui présentera les messages clés de l'étude. Nous accueillerons également Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic, qui nous rappellera l'importance de porter dans le débat public des modèles économiques novateurs. Guido Locatelli est parmi nous également, PDG d'Environalp, une entreprise exemplaire sur la circularité et l'insertion. Grégory Richat, co-auteur de l'étude et associé d'OPO, pour présenter les modèles économiques circulaires de l'industrie, étayés d'exemples. Et enfin, Jean Miely, directeur de la stratégie et des innovations de Schneider Electric, une industrie historiquement linéaire mais très innovante en matière de circularité. Je me tourne sans plus tarder vers Emmanuelle Ledoux. Vous êtes directrice générale de l'INEC et vous avez souhaité en 2020 avec OPO documenter le sujet de l'industrie circulaire. Pourquoi et quels ont été les principaux enseignements de cette étude? Bonjour et déjà merci à tous de nous rejoindre en ce beau matin de juin désormais. Alors effectivement, ça fait à peu près un an qu'on s'est lancé dans cette étude avec OPO. Alors plusieurs raisons à cela. Alors déjà, ça faisait un moment qu'on chacun un peu de notre côté on travaillait sur les questions industrielles. Mais là, je pense qu'on en a tous le souvenir au moment du premier confinement, première crise, en tout cas premier gros écho de la crise sanitaire. On s'est rendu compte qu'il y avait un contexte qui était, alors maigre consolation par rapport à tout le reste, mais qui était quand même très favorable au travail sur ces questions-là. Alors je m'explique, tout ce qui avait pu être mis en avant alors je pense en particulier à la feuille de route économie circulaire pour parler de la question de la sécurisation des approvisionnements, par exemple, et en quoi l'économie circulaire pouvait être une réponse à des questionnements comme cela. Ça intéressait, mais c'était une vue de l'esprit quand même. Je pense que personne n'avait pu imaginer un tel blocage de la planète. Là, la question sécurisation des approvisionnements et pérennité des modèles économiques s'est posée de façon très tangible. On l'a touché du doigt. Au-delà même des questions environnementales qui sont évidemment majeures et qu'on reprend largement au sein de l'étude. Donc déjà, le lancement, ça a été ça, avec vraiment cette idée de se dire il faut pivoter rapidement. Et donc comment on fait, au-delà de la compréhension, même si c'est le sujet aujourd'hui, on a vraiment voulu essayer de mettre le doigt sur les éléments à la fois de mobilisation au sein des entreprises pour être sur ce pivot vers l'économie circulaire rapide d'une part, et trouver les bonnes méthodes. Alors pour ce faire, on a souhaité interroger des industriels, avoir un maximum donc de retour terrain, comme on dit, à la fois sur ce qui a fonctionné chez eux, mais aussi être en capacité d'identifier les freins. Alors certains ont pu être levés, ils nous ont expliqué comment, d'autres posent encore des questions, il y a encore des complexités, avec vraiment cette ambition au final d'être en capacité de donner un maximum de préconisations et de travailler sur un cadre territorial et institutionnel qui soit un maximum favorable à cette transition de l'industrie vers l'économie circulaire. Alors là encore, on a choisi d'étudier un maximum de territoires, de pas se limiter aussi à une étude filière, c'est-à-dire toutes les filières, en tout cas beaucoup de filières sont traitées au sein de l'étude, avec cette logique de se dire si les réponses évidemment d'une transition vers un modèle plus circulaire, elles vont être toujours un peu différentes. Pour autant, les questions sont souvent les mêmes. Et voilà, nous, on a voulu aller poser, trouver, identifier ces bonnes questions, avec un dernier axe aussi qui me semble important. Ne surtout pas, se limiter au cœur d'usine. Alors maintenant, c'est dit et répété, mais ça surprend toujours encore un peu. Le cœur d'usine, en moyenne, c'est 5% de l'empreinte environnementale. Donc, c'est important. Beaucoup de choses ont été faites, mais c'est
peut-être pas là désormais où il faut au maximum se concentrer. Donc voilà, nous on a voulu travailler, regarder avec les industriels sur la question de la sécurisation des chaînes d'approvisionnement et maîtrise des coûts, réduction d'empreinte environnementale et surtout aussi tout ce que ça peut intégrer en engagement des équipes, parce que ça aussi c'est assez majeur et c'est ce qu'on voit au travers de l'étude. On peut avoir les meilleures idées du monde, si derrière on n'a pas des équipes engagées, toute la chaîne de commandement et d'exécution, ça fonctionne pas. Voilà donc pour ce petit point de contexte. Et puis alors peut-être dernier point aussi qu'on estime assez encourageant, la loi AGEC qui permet quand même anti-gaspillage pour une économie circulaire, hein, qui permet la mise en place et l'élargissement de beaucoup d'activités dans le cadre de l'économie circulaire, et également alors le projet de loi résilience climat qui est actuellement en cours de discussion au Sénat après une première lecture à l'Assemblée nationale. Alors qui n'est beaucoup moins centré évidemment sur les questions d'économie circulaire, mais qui en théorie devrait amener quand même pas mal d'améliorations sur les sujets de commande publique, mieux disant dans la commande publique, intégration de la circularité, et ça aussi qui peut être quand même un vrai élément de transformation de notre outil productif. Donc voilà pour ces quelques mots d'introduction. Amélie. À vous, Cognac G. Je ne sais pas comment on dit dans les. Et les 100 ans de la radio, c'est pour ça. Ouais, ben voilà. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ces rappels, effectivement, sur l'étude. Donc, le contexte semble propice à la mise en place d'une économie circulaire. Toutefois, celle-ci peine à s'imposer. Les soutiens doivent se renforcer. Et je me tourne du coup vers Catherine Husson-Traoré. Vous êtes directrice générale de Novetic, un organisme d'information et de formation sur la finance durable et l'économie responsable. Pouvez-vous nous expliquer l'intérêt de l'économie circulaire pour l'industrie et pourquoi doit-elle faire l'objet d'un plus grand portage, comme le disait Emmanuel? Oui, bonjour. Merci beaucoup à vous de me donner la parole là-dessus. C'est vrai que Novetic est un site internet qui explique comment marche l'économie aujourd'hui et finalement quels sont les impacts environnementaux et sociaux assez ravageurs d'un modèle, on va dire, linéaire. La photo derrière moi qui illustre comment finalement toute cette chaîne de production aujourd'hui pose des problèmes, j'allais dire un peu partout sur la planète. Concrètement, pour fabriquer un ordinateur, il faut des minerais qui sont extraits dans des mines souvent au Congo, qui sont dans des conditions environnementales et sociales absolument épouvantables, où beaucoup d'enfants travaillent dans des conditions vraiment dramatiques. Elles partent pour fabriquer en général des ordinateurs qui sont souvent dans des pays asiatiques, en Chine ou ailleurs. Ils sont vendus par exemple aux États-Unis ou dans d'autres pays occidentaux. Et puis une fois qu'on n'en veut plus, on les jette. Et quand on les jette, les déchets électroniques repartent en Afrique, puisque là, vous êtes au Ghana, dans une décharge d'ordinateur. C'est un ordinateur qui brûle. Et en fait, non seulement… Alors pourquoi il brûle? Parce que les jeunes gens qui travaillent à essayer de récupérer les matériaux, les minerais, enfin oui, les matériaux qui sont issus des mines du Congo, à quelques pays de là, ils essaient de les récupérer et pour ça, il faut les brûler. Et évidemment, la toxicité est très, très dangereuse. Donc, ça illustre ce que ce modèle linéaire, extraire, produire, consommer, jeter, peut, certes, en plus, ce n'est pas viable puisqu'on a des limites planétaires qui sont atteintes à peu près partout. Donc, on pourrait, Emmanuel l'a très bien dit, on a pensé un temps que le Covid-19 permettait de se dire, mais ce modèle est absurde, il va dans le mur parce qu'il pose beaucoup plus de problèmes qu'il n'en résout. Donc, normalement, ça aurait dû être première étape de cette réflexion. Deuxième étape, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de construire des modèles alternatifs qui sont plus raisonnables, à la fois en termes environnementaux et sociaux. Et en plus, au-delà de la photo qui est derrière moi, les deux naufrages récents du cargo de l'Evergreen qui a à lui tout seul bloqué le canal de Suez pendant plusieurs jours, comme celui du XV Press Pearl au large du Sri Lanka il y a quelques jours, qui a déversé des tonnes et des tonnes et des tonnes de granulés plastiques, de pétrole et d'autres choses, sont tous les deux des illustrations du fait qu'on a un système bloqué. Et donc, l'intérêt de l'industrie circulaire et de tout le travail que vous avez fait, que je trouve extrêmement intéressant, parce que finalement, il y a assez peu de choses. On parle d'économie circulaire souvent de façon très théorique. Là, on essaie de montrer pratiquement comment ça peut marcher et quels bénéfices ça peut apporter. Et c'est vrai que ce qui est dommage, alors qu'on commence à avoir des exemples à suivre, des outils à
repenser, à avoir les moyens finalement de repenser un modèle dont on peut comprendre qu'il pose trop de problèmes, mais en revanche, on n'est pas assez aujourd'hui orienté sur qu'est-ce qu'on fait, comment on construit, par où on commence, et c'est ça que je trouve très intéressant dans cette étude. Une des choses qui me désespère à l'heure actuelle, par exemple, c'est la qualité vraiment pas terrible du débat sur les régionales. C'est-à-dire que à l'échelle d'une région, c'est quand même l'échelle idéale pour tester ce genre de modèle, puisque il est à la fois créateur d'emplois et beaucoup plus raisonnable sur le plan environnemental. Il suppose une transformation. Il suppose une transformation, mais pour amener cette transformation, il faut vraiment qu'il y ait un portage, à la fois certes de dirigeants économiques évidemment, mais aussi politique, et surtout qu'il y ait vraiment ce travail qu'on a fait aujourd'hui sur le climat, c'est-à-dire la compréhension qu'il faut que les entreprises, les financiers et les États ou les collectivités locales regardent ensemble dans la même direction pour lutter contre le changement climatique est à peu près compris. Ça ne se passe pas tout seul, mais c'est à peu près compris. Sur le reste, c'est-à-dire comment on transforme les process industriels, qu'est-ce qu'on produit, avec quelle matière première, avec quel mode d'énergie, pour sortir quoi finalement, c'est-à-dire quel type de produit. Tout ça est un débat qui n'est pas encore vraiment arrivé, alors que je pense qu'il passionne beaucoup plus de citoyens qu'on ne le croit. Le succès du site novetic.fr le montre, et donc c'est pour ça que je suis ravie de participer ce matin avec vous à essayer d'enclencher cette dynamique autour de ce sujet qui est constructif. On a tellement besoin de sujets constructifs à l'heure actuelle. C'était donc mon mot de la fin. À vous, Cognac Jay, comme dirait Emmanuel. Merci beaucoup pour cette mise en perspective du sujet, Anne-Catherine. Je vais me tourner du coup maintenant vers Guido Locatelli pour justement illustrer les bénéfices d'une économie circulaire appliquée dans une entreprise. Vous êtes PDG d'Environal et le groupe Envie, c'est l'un des pionniers de l'économie circulaire. Vous êtes engagé depuis plus de 30 ans dans la rénovation d'équipements électroniques et électriques par le biais de l'insertion. Et la première question que je voulais vous poser, c'était nous expliquer quel était le modèle d'Envie et quelle était votre vision de l'économie circulaire. Je vous laisse activer votre micro. J'ai appuyé trop de fois. Ouais, je disais que je suis ravi d'être avec vous ce matin, de parler de ce sujet qui me passionne et qui a fait que j'ai rejoint Envie il y a maintenant 8 ans. Et avant, je travaillais dans l'industrie classique aéronautique, bien linéaire, bien belle, mais bien linéaire. Et du coup, je suis effectivement passionné par ce sujet. Je trouve aussi que cette étude est très intéressante, même si je ne suis pas un spécialiste de l'économie circulaire, je la pratique, mais je trouve effectivement que ce qui est important, c'est de faire des choses concrètement pour faire avancer les choses. Et c'est super d'avoir on va dire un échange là-dessus. Alors Envie, en fait, est un réseau d'entreprises nationales qui place l'économie circulaire et l'humain au cœur de son projet, qui n'a pas de finalité lucrative. Et on verra tout à l'heure que ce n'est pas un hasard, en fait, qu'un projet qui n'a pas de finalité lucrative et qui a, on va dire, une finalité environnementale et également une finalité sociale, puisque tout ça est lié lorsqu'on met un modèle d'économie circulaire est met forcément l'humain au centre parce qu'il se préoccupe en fait de l'avenir de l'humanité tout simplement. Envie aujourd'hui, ça représente plus de 3000 personnes au niveau national en France, et dont 2 tiers sont des salariés en insertion. Donc, et notre métier historique, et qui est aujourd'hui encore un métier important chez nous et qui nous porte, c'est la rénovation ou le réemploi d'appareils électroménagers. Donc, on récupère des appareils électroménagers avant qu'ils ne deviennent des déchets, on les rénove, on les répare dans nos ateliers et on les revend dans nos magasins avec garantie, donc avec une garantie de qualité. Et le tout en employant principalement des salariés en insertion, c'est-à-dire des personnes éloignées de l'emploi qu'on réinsère, qu'on essaie d'inclure donc dans la société. Donc notre finalité, comme je disais, est environnementale et sociale. Et nous avons également à cœur de développer les territoires sur lesquels on est implanté en créant de la valeur localement et en créant des emplois non délocalisables. Ce métier est né il y a 37 ans et nous sommes dans ce sens en fait des pionniers de l'économie circulaire.
Aujourd'hui, on rénove à peu près 150 000 appareils par an et nous sommes leaders en France et en Europe de ce métier. Voilà, ce que je voulais dire, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, au début, je n'avais pas forcément compris les liens profonds qu'il y avait entre cette finalité sociale et environnementale, mais effectivement, il n'y a pas de circulaire sans humain, sans social. Et en fait, c'est pour cette raison que souvent les projets d'économie circulaire sont portés par des entreprises de l'économie sociale et solidaire à laquelle appartient Envie. Et de mon point de vue, effectivement, mon combat, mon projet personnel en tout cas, c'est de faire de ce modèle un modèle de référence qui ne doit plus être marginal et dans une niche, mais devenir vraiment le modèle de référence. Merci Guido. Quels seraient les enjeux pour les 5 à 10 prochaines années pour le groupe Envie? Comment justement réussir à essaimer ce modèle, sachant que, voilà, vous le disiez, aujourd'hui, l'économie circulaire, elle est un peu cantonnée à des niches ou aux acteurs de l'ESS, et que particulièrement pour l'électroménager, moins de 1% de l'offre provient du réemploi. J'ai l'impression que Guido nous a quittés. Problème de connexion. Il s'est figé en tout cas. Guido? Ouais. Bon. Peut-être passer à Grégory dans ce cas-là. On pourra peut-être revenir à... Oui, on pourra revenir à Guido ensuite. Du coup, Grégory, je vais vous laisser la parole. Voilà, Guido nous parlait de l'importance d'une transition d'un point de vue social. Anne-Catherine nous a parlé de l'importance de porter ce sujet au niveau politique et nous a bien sûr rappelé voilà, tous les impacts environnementaux que provoque une économie linéaire et l'intérêt de transiter vers le circulaire. Vous êtes le co-auteur de l'étude industrie circulaire et associé d'OPO. De votre point de vue, quels seraient les problèmes majeurs de l'industrie linéaire? Oui, bonjour à toutes et à tous. Ravi de partager ce moment-là avec vous. Alors, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites. Alors, je vais partager avec vous quelques éléments de l'étude que vous pouvez télécharger sur les sites de l'INEC ou d'OPO. Alors en fait, quand on parle de linéaire, si on représente un petit peu les chaînes de valeur classiques, vous avez le cœur d'usine au milieu, sur le schéma en vert, et vous avez l'extraction tout en amont. On peut passer par plusieurs sous-traitants, etc. On produit, on consomme, ça c'est l'usage tout à droite, et puis on jette, avec aujourd'hui un recyclage qui se fait dans des modèles linéaires, donc en bout de chaîne, et qui sont très peu efficaces aujourd'hui. C'est-à-dire que ça ne compense pas l'utilisation des ressources. Et donc, effectivement, on peut voir ce que ça donne en Afrique ou dans d'autres pays. Le point, c'est qu'en plus, ça va s'accentuer. C'est-à-dire que si on regarde à 2050, les chiffres qu'on a compilés dans l'étude, c'est qu'à droite, quand on parle des consommateurs, de nous, on sera à plus de 20% en 2050 sur Terre. Et les simulations que ça donne au niveau des échanges économiques, c'est qu'ils vont être multipliés par 4. C'est-à-dire que quand il y a un ordinateur qui brûle sur la photo, demain, il y en aura 4. Si on reste dans le modèle actuel. Donc, ça va s'accentuer. Et quand on regarde en amont, même si aujourd'hui, on optimise les consommations de ressources dans nos produits, il y a de l'innovation, etc., on va vers une tendance où on va quand même consommer 2 fois plus de ressources, donc plus de 100% de consommation de ressources, dans un monde qui est déjà exsangue en termes de ressources, quoi. Et à titre d'exemple, quand on parle de transition écologique fondée sur les nouvelles technologies, le digital et l'énergie, aujourd'hui, 80% des réserves de cuivre qui sont aujourd'hui connues vont être épuisées à 2050. Donc, ça pose aussi la question de sur quelles ressources on fonde nos transitions. Donc, il n'y a pas que l'énergie, le CO2, la matière est aussi un élément aussi important que l'énergie. Donc, je ne parle pas des gaz à effet de serre qui sont connus, et puis plus de 40% des espèces végétales et animales qui vont disparaître à 2050. Donc, on est dans un modèle, quand on regarde les chiffres à 2050, on ne sait pas, super, on a déjà les solutions, l'innovation est là, on va y arriver. Et donc, en termes de fragilité, il y a cette fragilité de non-durabilité, habitabilité. Il y en a 4 autres. On a parlé du canal de Suez, mais il y a une vraie vulnérabilité des supply chains qui sont aujourd'hui globales.
qui pose la question de revenir à des modèles plus multilocaux, c'est-à-dire que de ne plus avoir à traverser un canal de Suez, de ne plus être dépendant de la Chine et des États-Unis. On voit avec les puces, les semi-conducteurs, aujourd'hui, il y a des chaînes de production qui sont arrêtées et on doit attendre 3-4 ans qu'il y ait de nouvelles capacités industrielles qui se mettent en place parce qu'on est sur des ressources rares et des très grosses croissances et des économies qui sont très globalisées. Donc ça, et on a vu que le Covid, ça crée des fragilités qui sont très très fortes. Donc le linéaire a aussi cette problématique-là d'être globalisé et fragile. On a une fragilité face aux disruptions politiques. Nous, on voit beaucoup d'industriels tous les jours. Quand on dit l'arrêt du plastique à usage unique, quand on va passer du moteur thermique, on va arrêter le moteur thermique, quand on parle de la loi AGEC, quand on parle du Green Deal, quand on parle de la sortie des énergies fossiles, tout ça, ça transforme les valeurs, les chaînes de valeur industrielles. Et c'est les industriels qui ne sont pas prêts ou qui n'en anticipent pas à ces points-là, risquent d'avoir des modèles qui sont complètement obsolètes. Donc, et avec une puissance de disruption politique qui, même si elle devrait probablement être encore plus forte, si on regarde ce qui se passe maintenant comparé il y a 2, 3 ou 4 ans, c'est déjà sans commune mesure. Ensuite, il y a plutôt en termes d'opportunités perdues, ce qu'on voit avec le linéaire, c'est-à-dire de vendre pour un industriel, créer toute une valeur ajoutée autour d'un produit qui souvent passe dans d'autres marchés de seconde main ou autres sur lesquels le producteur, l'industriel n'agit pas. Et en fait, il y a tout un gisement de création de valeur qui sont non explorés sur des marchés de la seconde main, etc. On voit Back Market, par exemple, qui revend des appareils électroniques de seconde main, alors qu'ils sont plutôt juste pokés, etc. Mais ils viennent de lever 250 millions d'euros et ils n'ont pas de modèle industriel. C'est une start-up de la tech. Mais allez trouver aujourd'hui une start-up industrielle, même circulaire, qui lève 250 millions d'euros. Ça n'existe pas. Donc l'industrie, à ne pas penser la régénération des produits et d'autres usages des produits, se coupe d'un tas d'opportunités incroyables. Et enfin, le dernier, c'est la perte d'attractivité. Emmanuel en parlait sur l'engagement des équipes. Aujourd'hui, quand on a un engagement environnemental pour soi-même, on sent les effets du climat, etc., même en France, sur l'environnement. Donc, on fait des marges du climat, mais demain, quand on rentre dans son entreprise, est-ce qu'on dissocie les deux? Ça va être de plus en plus difficile, quelle que soit la génération. Étudiants, cadres, dirigeants. Il y a de plus en plus de ce qu'on moi j'appelle la génération climat, qui prend le sujet et qui dit il faut que je transforme aussi mon entreprise. Et donc, si l'entreprise développe pas une vision qui embrasse ces enjeux-là, elle risque d'être moins attractive et de ne pas attirer les talents ou de garder les gens qui sont prêts à retrousser les manches. Et donc, effectivement, si on regarde maintenant qu'est-ce qu'on a fait depuis 10 ans, et OPO l'a fait, donc c'est tout à fait assumé, mais on a, depuis 10 ans, en fait, depuis 2008, il y a eu 4.0, et il y a eu tout un travail sur les territoires, il y a la BPI France qui s'est mis en place, etc. Et il y a eu toute une transformation des cœurs d'usine, qui ont été le réceptacle de remettre du 4.0, remettre de la compétitivité, et remettre de l'industrie dans le territoire français. Et ça, c'est essentiel parce que sans industrie sur le territoire, on ne peut même pas parler de circularité parce qu'on ne produit plus. Donc, c'est une phase qui est hyper importante. Il y a 10 ans, on parlait de PME, c'était presque obsolète. Aujourd'hui, ça ne l'est plus et c'est une super nouvelle pour l'industrie, pour l'emploi et pour les territoires. Mais comme l'a dit Emmanuel, on est souvent à moins de 5% quand on regarde le cœur d'usine de l'empreinte environnementale. Par exemple, toutes les usines de PSA, toutes confondues, elles ne représentent qu'1% de l'empreinte carbone du groupe PSA. Ce qui fait l'empreinte carbone de PSA, c'est l'usage, c'est les voitures qui roulent. Et si on prend l'agroalimentaire, comme Valrhona, qui a participé à l'étude, ou d'autres, comme le secteur du luxe, la joaillerie ou autres, 90% de leur empreinte environnementale, c'est l'extraction des ressources, c'est la déforestation, par exemple. Donc, en fait, si on ne s'arrête qu'au cœur d'usine, on va traiter que moins de 5% du problème. Donc, ce qu'il faut, nous, notre point de vue OPO, qui pratiquons la transformation des opérations dans l'industrie depuis 10 ans maintenant, c'est qu'il faut une deuxième vague ou une deuxième façon d'aborder la transformation des opérations de l'industrie, qui, en assumant et en continuant de renforcer les cœurs d'usine et d'être impeccable environnementalement, socialement sur les usines dans nos territoires, d'embrasser les chaînes de valeur et sur l'amont, comme l'a dit Emmanuel, et aussi sur les business models pour changer l'usage des produits par l'innovation, on va voir juste après, ce qui permet de réinventer et l'aval et l'amont et du coup d'avoir une transformation de l'ensemble des chaînes de valeur. Et c'est une super chance parce que l'industrie, c'est 40% des gaz à effet de serre quand on compte l'industrie manufacturière et l'industrie de l'énergie. Et donc on pourrait se dire, dis donc, ça pollue, mais en fait, c'est juste lié à nos modes de consommation. Donc mais par contre, c'est une chance énorme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, travailler dans l'industrie, c'est la chance de pouvoir agir sur 40% de l'impact environnemental de nos modes de fonctionnement et de consommation. Donc c'est plutôt si on arrive à faire cette transformation-là,
l'impact peut être super significatif pour les 10, 20, 30 prochaines années. Grégory, vous l'avez mentionné, cette transformation, elle va passer par un changement dans les modèles économiques. Et l'étude a permis d'en recenser plusieurs qui vont au-delà des modèles 3R classiques pour réduire, réutiliser, recycler. Est-ce que vous pouvez nous les présenter et nous en donner des exemples? Quels sont leurs avantages? Oui, alors effectivement, un des grands enseignements de l'étude, c'est qu'en fait, la circularité, pour prendre toute sa puissance en fait, d'innovation et d'intérêt pour l'entreprise, c'est d'aller bien en amont du recyclage. Et ce qu'on a pu faire avec l'enquête auprès de 20 industriels qui sont déjà engagés dans la circularité, on a pris des startups, des PME, des groupes, quels que soient les secteurs, et on a pu recenser 6 business models pour l'industrie qu'on appelle circulaire, par opposition à l'industrie linéaire. Ces 6 business models reposent sur 2 grands principes qui sont représentés en bas. Le premier principe, c'est augmenter les cycles d'utilisation de la matière à chaque étape de la vie du produit. Et le deuxième grand principe, donc ça, c'est les 3 boucles que vous avez dessinées. Et le deuxième grand principe, qui est le petit carré rectangle en bas à droite, qui est réduire les externalités négatives résiduelles. Donc, je vais m'expliquer. Quand on regarde les cycles d'utilisation de la matière, en fait, le principe, c'est de créer des boucles de circularité à chaque étape du cycle de vie. Et on va voir des exemples tout à l'heure, mais quand on parle de la matière, c'est comment, quand on crée un produit, avoir une gestion durable des ressources, si on reste sur des ressources vierges, comme quand on parle dans l'agriculture, voire changer de matériaux pour justement sortir de cycles où on surutilise les matières premières, où on est sur des matières premières non renouvelables, comme des minerais, comment on invente d'autres matériaux qui permettent de découpler l'usage des ressources avec la production. Donc ça, c'est les premiers business models. On verra des exemples tout à l'heure d'entreprises qui prennent ce créneau-là et qui ont des propositions de valeur différenciantes parce qu'elles innovent sur la matière qu'elles utilisent. Ensuite, il y a, une fois que la matière est produite, qu'on a notre produit, on est dans un cycle d'utilisation. Dans l'utilisation, il y a 2 business models qui sont beaucoup plus pertinents que les modèles linéaires, où on va plutôt sur l'obsolescence programmée pour caricaturer. Il y a augmenter la durée de vie des produits, et il y a passer sur une économie de la fonctionnalité où l'industriel garde la propriété de son produit, en donne l'usage à son client et vend un service. Et dans les 2 cas, on allonge l'utilisation de la matière parce que quand je mets un produit à disposition de mon client ou je lui vends un service par rapport à un produit donné, je voudrais que mon produit dure le plus longtemps possible parce que sa réparation est à ma charge. Donc ça pousse la circularité autour du produit. Le dernier cycle, c'est la régénération. C'est comment, une fois qu'on passe d'une première phase d'utilisation des produits, on régénère soit des produits sur des marchés de la seconde main, avec ou sans réparation, avec des marketplaces ou en le vendant directement, comme le peut faire Envie avec l'électroménager. Comment on régénère des composants et comment on régénère des matériaux qui peuvent réintroduire les cycles précédents, ou s'il peut pas rentrer, si ces matériaux ne rentrent pas dans les cercles techniques, puissent réintégrer des cercles plus biologiques, mais dans ce cas-là, il faut avoir conçu des produits qui, quand on les ramène à la nature, sont plutôt régénératifs que polluants. Après, quand on a ce cycle de vie de matière, ça reste quand même très difficile de ne pas... Enfin, on a toujours une consommation d'énergie, même si on en consomme moins, parce que si on réutilise une machine à laver, eh ben, du coup, on n'a pas besoin d'en produire une nouvelle, donc on consomme moins d'énergie. En plus, on le fait localement, donc il y a moins de transport. Donc, il y a plein d'avantages qui sont environnementaux qui sont liés à ça. Par contre, il y a quand même des externalités résiduelles négatives, une empreinte environnementale qui reste en termes d'énergie, de matière, etc. Et donc là, il y a toute la famille des business models autour des clean tech, autour de marketplace sur le transport, pour optimiser le transport, autour de Schneider Electric, par exemple, qui vend de l'énergie as a service, donc, dont l'objectif, c'est par son offre de réduire l'empreinte énergétique de ses clients. Donc voilà l'ensemble de ces business models. Ce qui fait la puissance, en fait, c'est la combinaison de tous les business models. C'est-à-dire que pour un produit donné, de s'assurer qu'il y a soit une entreprise qui couvre l'ensemble, soit plusieurs entreprises qui couvrent la chaîne de valeur avec chacune des offres de valeur différentes et qui permettent de ne pas avoir de rupture, en fait, sur ces combinaisons-là. Juste quelques exemples pour illustrer. Sur la durabilité des ressources, il y a Veja, qui est bien connu, qui est sur l'exploitation de coton durable et qui fait sa marque aussi et son modèle économique par cet axe-là et par une forme de sobriété. Voilà. Il y a Valrhona qui lance des programmes d'agroforesterie pour éviter la déforestation du cacao. Alors que c'est des projets qui sont
qui sont immenses, mais en tout cas, il y a des pratiques, et c'est ce qui est valorisé ensuite en termes de… C'est fait par conviction, ça rentre aussi dans la proposition de valeur. Voilà, l'extension de la durée de vie, on les connaît. Schneider Electric, par exemple, je pense que Jean nous en parlera tout à l'heure, il y a des produits qui durent de 10 à 40 ans. Il y a des entreprises sur du textile qui font des habits qui durent plus longtemps. Il y a la vente d'usage, product as a service avec Michelin, l'histoire des pneus, où on vend des atterrissages, un nombre d'atterrissages plutôt que des pneus. Areco, qu'on a eu qui fait des diffuseurs, mais qui aussi autour des bacs à légumes, mais qui offre une intelligence qui permet de mieux gérer les bacs à légumes et du coup d'offrir un service. Donc tout ça, c'est des offres qui sont très différenciantes et qui permettent de se démarquer aussi du low cost et des offres chinoises par exemple, moins chères, et qui augmentent la valeur de ce qu'on apporte aux clients. Et sur la régénération, on va plutôt sur des offres qui sont plutôt intéressantes en termes de coût, c'est-à-dire qu'on peut vendre 30-40% moins cher des pneus Blackstar, CEV, SA3I qui sont dans la réparation de transformateurs électriques, qui ont des offres différenciantes avec économiquement intéressantes. On a parlé d'envie, etc. Voilà, les exemples sont nombreux sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et c'est aussi ça la bonne nouvelle, c'est que tous ces modèles, il y a déjà des entreprises, quelle que soit la taille, qui les pratiquent. Et la question ensuite, c'est comment les généraliser. Peut-être un dernier point rapidement en termes… Ouais, vas-y. Je peux finir peut-être juste une minute rapidement. et du coup, je pourrais dire aussi où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça, parce que si on a aujourd'hui, il y a 85% des industriels qui ont dit dans l'étude, c'est l'économie circulaire, ça peut permettre d'aller accéder à de nouveaux marchés. C'est la première raison de s'intéresser à l'économie circulaire, exprimée par les industriels dans l'enquête, c'est ça. Et effectivement, on voit qu'on a une offre qui est plus innovante, plus compétitive, on peut réduire les coûts, sécuriser les opérations, on l'a dit, on réduit les empreintes carbone et matières, donc il y a aussi un volet environnemental, sociétal qui est intéressant. On crée des emplois locaux pérennes parce qu'on est sur des économies plutôt locales et on réengage les équipes dans l'entreprise parce que participer à un projet où on vient transformer son entreprise pour apporter ça, c'est super motivant pour les équipes. C'est ce qu'on ressort de l'étude. Par contre, il n'y a que 36% des entreprises qui ont mis ça au cœur de leur stratégie. Donc, en fait, il y a encore un décalage entre des modèles qui sont hyper intéressants et leur application aujourd'hui. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs raisons. On verra dans les différents webinaires, mais il y a des freins à la rentabilité, il y a une complicité de se transformer, il y a le fait de vraiment l'entrer dans sa stratégie et pas juste faire le projet par petits bouts. Celles qui performent le plus sur ces sujets-là sont celles qui mettent la circularité au cœur de leur business model et de leur offre. Et on a deux types d'entreprises qui ont deux types de problématiques. On en voit là aujourd'hui l'exemple. Il y a Envie, qui est une entreprise qu'on va dire nativement circulaire, dont l'enjeu, c'est de changer d'échelle, passer de 1% à 10% de réemploi, par exemple, sur l'électroménager. Et d'autres entreprises comme Schneider Electric, qui sont, elles, nativement linéaires, avec plus d'une centaine d'années d'existence sur l'industrie traditionnelle, et qui amorcent un pivot vers la circularité, où là, on est déjà à l'échelle, et la problématique, c'est comment, quand on est un grand groupe mondial, on transforme son modèle, mais de fond en comble, parce que c'est pour avoir l'impact, il faut transformer ses produits, son business model, sa chaîne de valeur, etc. Et donc c'est toutes ces problématiques-là qui sont intéressantes de défricher, notamment durant ces webinaires, avec les exemples de toutes les entreprises qu'on verra. Merci beaucoup, Grégory. Alors, juste avant de passer la parole à Jean-Miély, je vais revenir vers vous, Guido. Vous avez été déconnecté et entre-temps, des questions se sont posées dans le chat concernant le modèle d'Envie et ça permettra peut-être d'illustrer ce que disait Grégory au sujet d'une entreprise nativement circulaire. Donc il y a une question sur l'organisation de la reverse logistique au sein d'Envie. Comment sont collectés les appareils que vous récupérez? Et le groupe Envie, le réseau Envie, est-il présent sur tout le territoire? Alors, la reverse logistique, vous m'entendez là? Oui. Ouais, en fait, oui, aujourd'hui, Envie est également un acteur de la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques pour le compte des éco-organismes. Donc, on va dire que principalement, cette logistique, elle est assurée par ça, par la complémentarité de ces deux métiers. D'ailleurs, la logistique, le positionnement d'Envie sur la logistique est lié à son positionnement au départ sur le réemploi, qui a fait qu'il est devenu un des acteurs importants du transport de la collecte de déchets d'équipements électriques et électroniques, et il représente aujourd'hui à peu près un tiers de cette activité en France. Et l'autre question, c'était ? Le réseau Envie est-il présent sur tout le territoire?
Oui, alors pas tout à fait. En fait, du coup, c'est pour ça, ça fait un potentiel d'essaimage et d'augmentation de notre impact. On n'est pas. Alors historiquement, il y a eu beaucoup d'essaimage au démarrage, puis ça s'est un peu tassé. Il y a certaines entreprises qui n'ont pas tenu, puisque c'est quand même une activité assez compliquée à, à maintenir avec cette double objectif social et environnemental. Et aujourd'hui, le projet, c'est d'être présent à terme sur tout le territoire à nouveau, avec au moins, en tout cas, cette activité de réemploi dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Bah, merci beaucoup. Vous avez du coup Après, répondu en partie à la question que je vous posais. Ouais, oui, voilà la question que vous vous me pouvez posiez par compléter. rapport au changement d'échelle. Grégory le disait, c'est effectivement, nous, on a un modèle qui est, on va dire, avec des externalités positives. Donc, comment nous, en fait, notre enjeu, c'est de changer d'échelle. Donc, on le fait. On fait comme Grégory l'a dit, on a été un peu accompagné par OPO dans cette démarche au niveau national. On veut faire du 4.0, il l'a appelé comme ça, chez Envie, pour, on va dire, faire de la qualité, de la productivité, de la rentabilité sur un modèle qui est intrinsèquement vertueux. Donc, et donc, je suis ravi aujourd'hui que on a fait une étude de marché qui montre que 25% des Français seraient prêts à acheter des appareils électroménagers reconditionnés. Aujourd'hui, c'est moins de 1% qui le font. Sachant qu'aujourd'hui, les véhicules, dans le marché des véhicules, on est à 70%, je crois, et sur les smartphones, on est déjà autour de 10%. Donc, on a vraiment un vrai enjeu là, et c'est un enjeu qu'Envie ne pourra pas saisir tout seul. Il y aura d'autres acteurs qui vont se positionner sur ce marché, mais c'est un vrai, voilà, c'est un vrai levier de la circularité que ce changement sociétal qui fait que les gens sont prêts à faire bouger les lignes. Et d'ailleurs, je pense que c'est très concrètement aussi une manière de lutter en fait à terme contre l'obsolescence programmée et de faire sortir l'éco-conception des laboratoires. Moi, je suis ingénieur, j'ai vu pas mal d'études là-dessus. Dans la réalité, j'en ai pas vu, j'ai pas vu grand-chose dans l'industrie, très concrètement. Il y a des choses qui se font, hein, évidemment, mais pas à grande échelle. Et en fait, si on a 25%, on va dire, des appareils qui sont achetés issus du reconditionné, je pense que ça va faire vraiment bouger les lignes aussi dans la conception. Et on amorcera ainsi un vrai changement systémique de cette industrie. Merci beaucoup, Guido. Je vais passer la parole à Jean Mély, directeur stratégie et innovation de Schneider Electric, une entreprise industrielle particulièrement innovante en termes d'économie circulaire et qui s'inscrit dans plusieurs des modèles économiques présentés par Grégory Richat précédemment. Jean Mély, du coup, quelle est votre vision de l'économie circulaire et pourquoi avoir choisi d'en faire une priorité pour le groupe? Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi aussi de participer à ce panel. Schneider Electric, donc en France, c'est 15 000 personnes et une vingtaine d'usines. Et en fait, l'économie circulaire, c'est pas du tout un sujet qui est nouveau chez Schneider Electric. Ça fait des décennies qu'on en fait, mais ça s'appelait plutôt de la maintenance industrielle ou de l'extension de durée de vie. Donc vraiment sur la première boucle de la circularité, qui est la boucle la plus vertueuse, c'est-à-dire intervenir sur site pour augmenter la durée de vie des produits et en tirer plus en termes d'usage. Le sujet du développement durable, on le porte depuis plus de 15 ans chez Schneider Electric et on se doit de maintenir le rythme pour rester dans ce leadership. Il y a quelque chose de très, très important qu'on répète à l'extérieur aux partenaires de notre écosystème, c'est qu'on n'oppose jamais la performance environnementale et la performance économique, et bien au contraire. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le débat public, la demande des investisseurs, la demande des clients, etc., on comprend que la performance environnementale est même indispensable de la performance économique sur le moyen terme. Et donc, ce sujet de l'économie circulaire est vraiment un des piliers majeurs de notre stratégie de développement durable et de notre stratégie tout court. Donc, comment ça se concrétise vraiment dans notre entreprise? C'est un ensemble de pratiques internes, d'abord pour notre organisation, pour nos usines, pour la façon dont on design nos produits,
dont on les fabrique, dont on les installe, mais c'est aussi tout un ensemble d'offres pour nos clients. Et donc, on est actif sur toute la chaîne de valeur. On a vu tout à l'heure que le cœur d'usine représentait une petite partie finalement de l'impact environnemental. Quand on regarde les émissions de CO2, le scope 3, c'est-à-dire l'amont et l'aval, en fonction des industries, c'est aussi entre 60 et 90% de l'impact environnemental des entreprises. Donc, nous, on agit sur le design, au niveau du design des produits pour augmenter leur taux de circularité, leur taux de recyclabilité. Sur les emballages, plus de carton, plus de plastique, ou alors du plastique et du carton recyclé. La réutilisation de produits réparés dans nos propres opérations de service, d'accord. On a aussi une activité de consulting, que ce soit sur la base installée Schneider Electric, donc auprès de clients qui connaissent notre entreprise et nos produits, ou alors à des clients qui n'ont jamais acheté aucun produit Schneider et à qui on va pouvoir apporter une certaine expertise avec l'expérience qu'on a accumulée chez nous. Et on se tourne depuis aussi quelques années vers nos fournisseurs, puisque travailler sur la chaîne, ça nous incite à engager avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour de la vente de produits de seconde main, reconditionnés, etc. Donc, j'ai essayé de l'expliquer. Chez Schneider, on joue vraiment des deux côtés de l'équation. Et quels seraient du coup les… Oui, pardon. Non, allez-y, allez-y. Non, j'allais dire, chez Schneider, on joue vraiment des deux côtés de l'équation. On s'applique dans nos usines, dans nos centres logistiques, dans nos laboratoires de design, les concepts et méthodologies qu'on vend à l'extérieur et qu'on propose aux acteurs de notre écosystème pour essayer de les embarquer sur cette transformation. Et quels seraient du coup les enjeux pour les 5 à 10 prochaines années pour Schneider Electric? Alors, l'enjeu principal pour nous, c'est accompagner l'accélération de cette tendance de marché qui est liée à plein de choses. Hein, l'augmentation des problématiques ou de développement durable au niveau de la société globalement, toutes les ambitions carbone qui sont annoncées, il n'y a plus une journée qui se passe sans qu'il y ait une entreprise qui déclare ou qui se fixe des objectifs de réduction carbone, et l'économie circulaire est un vrai levier pour contribuer à ces objectifs de réduction. L'émergence des technologies digitales depuis une quinzaine d'années qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin dans la traçabilité des produits, dans la connexion entre l'offre et la demande, dans l'augmentation de la durée de vie des produits, en digitalisant, en suivant mieux la performance des produits qui sont installés. Et donc, pour accélérer sur ce marché-là et massifier les modèles qu'on a commencé à mettre en place, il y a plusieurs enjeux. Je peux citer par exemple baisser les seuils à partir desquels il est rentable d'effectuer des opérations de réparation et de revente en France. Donc, ça passe par la massification. Aider nos clients et nos futurs clients à devenir plus circulaires, y compris ceux qui ne sont pas dans notre environnement direct. Donc, c'est plutôt avec des approches as a service. Ça permet d'adresser des problématiques plus larges et vers plus de durabilité avec ces acteurs-là. Un des challenges très importants qu'on voit aussi et sur lequel on travaille énormément, c'est la structuration de la demande. Dans l'économie circulaire, il y a énormément d'entreprises, énormément d'acteurs qui ont beaucoup de déchets, beaucoup de choses à valoriser. Comment est-ce qu'on arrive à structurer, à organiser les canaux de valorisation pour ces produits-là qui permettent d'augmenter la part de produits valorisés? Ici, c'est un gros enjeu d'organisation aval, avec des nouveaux partenaires distributeurs, des nouveaux modèles, des nouvelles plateformes de e-commerce qui se lancent. Et on peut aussi, et on le fait, s'inspirer d'autres industries qui sont en avance de phase, comme par exemple l'industrie de l'automobile, ça a été cité précédemment. D'accord. Et aujourd'hui, voilà, il y a des questions dans le chat qui se posent autour des leviers pour pivoter. Vous, pour Schneider Electric, quelles seraient les contraintes ou en tout cas les défis que vous rencontrez dans votre transition pour opérer ce passage à l'échelle?
Ouais, alors, j'aime bien parler de défis, effectivement. Donc, je dirais qu'il y a quand même une partie des défis qui sont des défis internes, parce que c'est un vrai projet de transformation qui touche toutes les équipes ou une majorité des équipes dans l'entreprise et qui nécessite un engagement de tout un chacun. Et donc, Schneider Electric a décidé déjà depuis 2005, en fait, pour engager les gens sur ces problématiques de développement durable dont l'économie circulaire fait partie, d'inclure tout simplement dans les rémunérations variables de l'ensemble des salariés des objectifs de développement durable. Et ce sujet de sustainability qui nous porte aujourd'hui et qui est vraiment au cœur de notre stratégie est aussi représenté au niveau du COMEX. Donc, il y a vraiment un fort engagement de l'ensemble de l'organisation. Et dans la mise en œuvre, ça se retranscrit en mettant en place des équipes en mode projet, en demandant à certaines organisations de faire de l'intrapreneuriat dans un grand groupe avec un modèle historiquement linéaire. Ça nécessite de faire bouger les lignes pour expérimenter, pour évaluer des nouveaux modèles, pour les ajuster, pour apprendre en marchant. Et donc, ça nécessite aussi d'investir. Hein. Tous les nouveaux modèles circulaires qu'on lance ne sont pas tous successful, fonctionnels, rentables. Et donc, ça nécessite de les ajuster. Donc, ça, c'est pour la partie interne. Dans l'écosystème dans lequel on travaille, puisque Schneider est au cœur d'un écosystème de distributeurs, d'intégrateurs, de partenaires, etc., il y a un gros défi d'organisation, de coordination, de nécessité de travail partenarial pour massifier cette ressource et pour trouver plus vite les seuils de rentabilité des modèles. Et, je le répète encore, connecter l'offre qui est massive et qui est pléthorique d'un côté avec la demande qui doit se construire, s'organiser et se structurer. Donc nous, on est aujourd'hui, depuis quelques années, dans un nouveau chapitre de l'économie circulaire et on voit ça vraiment comme une formidable opportunité pour la planète, mais aussi pour le business et pour capter une partie de la croissance de ce marché. Merci beaucoup, Jean, pour cette présentation. Il nous reste du temps pour des questions-réponses. Alors, je vais peut-être vous laisser les noter dans le chat. Grégory, tu peux aussi peut-être les proposer aux Il y a une question de Frédéric Châteauneuf pour Schneider. Donc, l'intégration de l'économie circulaire dans le modèle de Schneider. Toutes les questions qui sont relatives aux leviers pour pivoter seront abordées lors du webinaire du 15 juin sur le chapitre accéléré. Donc, on parlera à la fois de levier réglementaire, de levier financier, de levier en termes d'outils de changement de comportement. Donc, on apportera des éléments à ce moment-là. Amélie, est-ce que tu m'entends? Oui, on t'entend, Grégory. Et j'ai vu la question de Frédéric, donc je peux peut-être y répondre directement. On va peut-être la poser pour que tout le monde l'ait en tête aussi. Oui. Est-ce que, en gros, l'économie circulaire pour Schneider apporte une réflexion sur la relocalisation pour réduire l'impact carbone ou sur les flux logistiques, etc. Est-ce que vous avez aussi une logique de transformation de vos supply chains? Alors, Schneider est organisé d'un point de vue empreinte industrielle avec une approche multi-locale ou régionale. Donc, on n'a plus une approche mondiale où on va produire l'ensemble des produits dans un pays pour les exporter partout dans le monde. La France, aujourd'hui, représente à peu près 6% du chiffre d'affaires du groupe et produit à peu près 12% de ce qui est vendu. D'accord ? Donc, la France est déjà un pays exportateur. Par contre, toutes ces activités d'économie circulaire, elles nécessitent forcément d'avoir une mutualisation des lignes de réparation, etc. Et de ce point de vue-là, la France fait plutôt office de laboratoire d'expérimentation. Donc, on a déjà aujourd'hui des usines qui tournent en France avec des lignes qui sont dédiées économie circulaire, avec des effectifs qui sont dédiés économie circulaire et qui sont évidemment en croissance, puisque quand on commence à ouvrir une ligne de réparation de drive ou d'onduleurs en France,
l'objectif, c'est après de massifier cette ligne pour pouvoir baisser le coût de réparation. D'accord? Donc, c'est pas dans un objectif, c'est pas dans une réflexion de relocalisation des activités, puisque on est déjà organisé, on va dire, régionalement. Par contre, on voit que nos activités industrielles qui sont en croissance, c'est aussi celles qui sont liées à l'économie circulaire. L'impact environnemental des outils de production, je dirais plutôt l'impact environnemental des produits. On voit beaucoup dans les segments du résidentiel, du tertiaire, avec l'arrivée de la RE 2020, de plus en plus de demandes sur les données environnementales des produits. Et donc, il est évident que si on fabrique un disjoncteur en Chine pour le vendre en France, son impact environnemental va être beaucoup moins intéressant que de le fabriquer en Europe avec une chaîne logistique beaucoup plus courte. Donc ça aussi, c'est intégré dans les décisions d'investissement qui sont faites. Okay. Une question sur, peut-être pour Guido, mais Jean pourrait éventuellement aussi répondre, mais il y a une question sur la démontabilité des produits. Alors, c'était pour vous, Jean, mais je trouve ça, connaissant un peu Envie, je poserais bien la question aussi côté Envie. Donc, peut-être Guido d'abord et ensuite Jean, sur, en termes de démontabilité des produits, aujourd'hui, quand vous réparez des machines à laver, des frigos, etc., comment ça se passe côté Envie? Est-ce que c'est… Enfin, voilà. Ouais, par contre, Guido, tu es en mute. C'est bon? J'y suis, voilà. Oui. La question, c'était, est-ce que c'est simple de démonter? Est-ce qu'on y est, on n'y est pas? Est-ce que voilà, est-ce que c'est comment, toi qui es en bout de chaîne, comment tu vois la démontabilité des produits? En fait, c'est très variable selon les marques. Il y a des marques en fait qui sont, je ne vais pas les citer, qui sont très réputées pour être très qualitatives et très chères, qui paradoxalement sont très difficilement démontables, ou en fait certains produits, c'est là je disais que les conceptions, elles n'avaient pas forcément avancé, parce que on se rend compte que certains composants sont complètement imbriqués et indémontables dans les nouvelles générations de produits, ce qui est complètement absurde. Donc c'est très variable, et en tout cas il n'y a pas vraiment en fait on sait, nous, de notre point de vue, qu'on pourrait faire plus simplement, de manière plus frugale, de manière plus low-tech, en fait, et permettre plus de réparabilité si on avait ça en cœur de mire dans la conception. Et si les consommateurs vont vers ça, je pense que les fabricants vont y aller, et il y a une belle marge de progression là-dessus. En tout cas, sinon, globalement, oui, nos appareils sont quand même réparables, démontables, et nous, on travaille justement à industrialiser la réparation de certains appareils en essayant de s'appuyer le plus possible sur des standards. C'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de variabilité, mais tout ce qui peut être comparable nous permet de standardiser, et la standardisation amène de la performance et du coup de la valeur. Voilà. Et côté Schneider, merci Guido. En termes de démontabilité, quelles avancées ou comment progresser sur ces sujets-là? Je pense que le sujet des standards est clé, parce qu'il permet de donner de la lisibilité aux clients, et cette lisibilité sur la performance circulaire d'un produit, nous on essaye de la mettre en avant à travers un programme qui s'appelle le programme Green Premium. Et aujourd'hui, il y a 75% du chiffre d'affaires de l'entreprise qui est couvert par ce programme. Donc, c'est vraiment massif. C'est un programme qu'on a commencé il y a plus de 10 ans et qui en fait, permet d'évaluer la performance circulaire d'un produit à travers la durabilité, sa recyclabilité, la façon dont on peut le remettre à neuf et l'utilisation de matériaux rares dans sa composition. Donc, on essaye de donner cette lisibilité à nos clients, à notre écosystème, et de travailler au maximum dans cette direction-là. En fait, oui, ce que vous dites, vous avez des produits qui sont presque open data, c'est-à-dire qu'il y a vous donnez accès à la donnée sur des plans, etc. On donne accès à la donnée sur des plans, on donne les compositions, on donne les empreintes carbone, on donne aussi les instructions de fin de vie. Quand il y a des produits, après avoir essayé, tenter des modèles de réparation, etc., finalement, la dernière option, c'est de les envoyer au recyclage.
même quand on les envoie au recyclage, on donne des instructions de fin de vie pour les démonter mieux et valoriser les composants qui peuvent l'être. C'est pas un risque de vous faire copier? Parce que Non, parce qu'on est protégé, avec des brevets, on est protégé avec de la propriété intellectuelle autrement que sur de la communication d'informations ou de plans liés à nos produits. Ok. Une question peut-être pour l'INEC de Patrick Sudre. Pourquoi l'idée d'intégrer le développement durable et pas seulement la rentabilité économique dans le calcul du prix de revient des produits n'est pas toujours mis en place? Emmanuel, Amélie, peut-être d'un point de vue… ouais. Toujours mis en place. Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, en fait. Mais… En gros, les mesures de l'externalité un peu négatives dans les prix de revient. Enfin, vous voyez beaucoup de ces sujets-là pour plusieurs entreprises. Est-ce que… Quel est votre point de vue moi, je ne dirais pas que ce n'est pas toujours mis en place. En l'état, c'est presque jamais mis en place encore. C'est-à-dire que l'intégration des externalités négatives dans les coûts est quelque chose qui n'est pas fait. Donc alors là-dessus, nous, c'est pour ça que j'en parlais au démarrage et qu'on mise beaucoup sur la commande publique, parce que là-dessus, à partir du moment où on critérise dans certains marchés le fait que il y ait la prise en compte de la circularité des produits pour pouvoir avoir accès à certains marchés publics et à la commande publique, ça peut vraiment être un élément de transformation. Mais oui, évidemment, l'intégration des externalités, ça fait vraiment partie des gros sujets. Hein, mais… Et Jean, de votre côté, côté Schneider, est-ce que c'est un des sujets de pouvoir intégrer ça dans des… Nous, on est déjà confrontés à des appels d'offres privés qui exigent un certain taux de circularité dans les réponses, ou qui exigent ou qui clairement donnent dans leurs critères de choix le poids CO2 du lot électrique ou du lot béton, etc. Donc nous, on est déjà clairement confronté à ça, et c'est très positif en fait, parce que ça permet aussi d'assainir le marché avec des acteurs qui n'intègrent pas du tout ces dimensions environnementales. Donc on est plutôt là à encourager, que ce soit les aspects réglementaires ou les aspects plutôt appel d'offres privés, on est plutôt là à encourager l'augmentation des exigences environnementales dans les appels d'offres, que ce soit quelle que soit la façon dont ça se retransmet, que ce soit sur la partie carbone, la partie circularité, la partie protection de la biodiversité, consommation des ressources en eau. Donc voilà, il y a pas mal de sujets. Il nous reste 1 minute, peut-être, Amélie, on va conclure sur ce webinaire. Tout à fait. Merci beaucoup pour toutes ces questions et votre participation. On vous donne rendez-vous mardi prochain, mardi matin à la même heure, en présence d'autres invités, pour justement parler davantage des modèles industriels et de l'éco-conception, avec les invités industriels et institutionnels. Et on aura un 3e webinaire pour clore ce cycle le 15 juin à la même heure, pour là parler des leviers et du cadre structurel. Vous pouvez télécharger les études sur le site internet de l'INEC et d'OPO. Voilà, vous avez les liens sur les slides, n'hésitez pas. Et on reste disponible pour répondre à vos questions par mail. On peut clore le… Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Merci journée. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.